Alors, voilà, j'espère que vous nous entendez bien. On a encore innové, hein, on essaie de s'améliorer à chaque fois. J'espère que ce nouveau format, vous plaît. Vous avez une grande partie de l'équipe de gestion, à mes côtés pour répondre, à vos questions, réponses. Donc n'hésitez pas, vous pouvez soit les mettre dans le chat ou lever la main. Je vois qu'il y en a quand même, déjà pas mal. En effet, c'est vrai que si je lis la première question sur les impôts, c'est vrai que les small caps françaises ont fortement, chuté, depuis l'annonce de la dissolution, du président Macron et c'est vrai que les hausses d'impôts, pour le moment, ça c'est pour des valeurs qui ont au-dessus du milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que nous, la plupart de nos micro caps, elles sont sous le milliard de chiffre d'affaires, donc elles ne seraient pas impactées, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en relatif, hein, bien évidemment pour nous. Mais c'est vrai qu'aussi on a des valeurs un peu small et mid, voilà, comme Steph, Crit et cetera, qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, qui seraient impactées. C'est pour ça que, voilà, vous parlez d'idées logistiques en dessous, on parle de Steph, c'est vrai que c'est une thématique qu'on aime beaucoup, la logistique. C'est pour ça que Steph, vient de rechuter quasiment de 5-6 notamment comme beaucoup, hein, vous avez vu Vinci, Eiffage, notamment avec les taxes. Donc évidemment, ça pèserait, sur nos valeurs, small cap françaises. Mais vous savez que maintenant, chez Gulsec Gestion, c'est pas que la France. On a un fonds Microcap Europe, voilà, qui marche très bien, qui a fêté ses 5 ans au mois d'août et notre fonds, Monde dans lequel il y a même pas 5 de France. Donc, ça permet de s'exposer en dehors, de la France. Hugo, tu veux peut-être prendre la question sur idées logistiques? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, concernant Idée Logistique, alors oui, si on regarde le PE en absolu, on pourrait se dire que la boîte est très chère à 40 fois. Néanmoins, ce qui est intéressant de regarder, nous, vous savez, on valorise plutôt les boîtes par DCF. Idée Logistique, c'est une boîte qui génère structurellement du cash, qui a un pipeline de croissance qui est très important parce que, je le rappelle, le but, c'est de doubler le chiffre d'affaires tous les 5 ans, donc ce qui implique une marge à deux chiffres. Et surtout, Idée Logistique, pour vraiment comprendre le cas d'investissement aujourd'hui, il faut voir ce qu'ils font à l'international. Parce qu'aujourd'hui, l'international, c'est plus des deux tiers du chiffre d'affaires, et en particulier ce qu'ils font aux États-Unis. Et récemment, ils ont fait une augmentation de capital. C'est pas du tout parce que la société elle est mal ou autre, c'est vraiment pour financer une future acquisition aux États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'origine, cette augmentation de capital devait être de 125 millions d'euros. Elle a été rehaussée parce que la demande était supérieure à ce qui était offert par l'entreprise. Le fondateur a souscrit en perso à cette augmentation de capital-là. Et nous, on pense que cette acquisition aux États-Unis, tout le marché l'attend. Et depuis longtemps, là, elle va arriver. Ça va vraiment faire exploser la croissance. D'autant plus que là, toute chose égale par ailleurs, si on regarde le niveau de net debt EBITDA, après cet AK, devrait se retrouver hors IFRS 16 vers 1,5 fois en fin d'année. Donc finalement, on a une croissance très forte, un bilan plus sain qui va amener en tout cas une nouvelle acquisition qui va vraiment permettre au groupe de changer de taille. Donc non, sur Idée Logistique, à cette valorisation-là, on est confiant. Si je continue sur la dernière question, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail, de stock picking, hein. Pour l'instant, restons un peu plus sur la macro et les stratégies au sein du portefeuille. C'est vrai qu'on me pose la question, est-ce que l'Europe pourrait s'en sortir si alors les marchés US, qui sont dominants, viennent à stagner? Voilà, évidemment, c'est sûr que si, on arrive à un hard landing, aux États-Unis, l'Europe s'en sortira pas bien, ça s'est jamais vu. Et voilà, nous, notre scénario, c'est de dire qu'il y a plutôt un ralentissement, un peu une fin de cycle aux États-Unis. Donc voilà, on n'attend pas de hard landing et on pense que l'Europe, ce qui, elle, est vraiment en récession, depuis 2 ans, on pourrait avoir, des moindres mauvaises nouvelles. S'il y a des moindres mauvaises nouvelles et je pense que c'est vraiment, la zone euro qui va le plus bénéficier, de la baisse des taux. Parce que, c'est vrai que tout le tissu vraiment local, on a vu qui ont beaucoup souffert. Il y a l'Allemagne qui est le parent pauvre en ce moment qui, on l'espère, pourrait peut-être aller mieux avec, la relance, chinoise de la semaine dernière. C'est vrai qu'elle était inattendue, ça fait, beaucoup de bien. Mais voilà, nous ce qu'on dit et ce qu'on a dit dans la vidéo, c'est que notre style low vol, low beta, momentum, donc plutôt qualité défensive, devrait très bien s'en sortir, notamment dans cette période où les taux vont rebaisser. Rappelez-vous, c'est vraiment, ce style de gestion qui est très bien adapté à ça. Donc voilà, couplé à des niveaux de valorisation qui est extrêmement basse, donc on va essayer de faire le mieux possible. Après, il y a différentes dynamiques. Aujourd'hui, vous savez bien que c'est la France et l'Allemagne qui sont un peu, les pays qui souffrent le plus en Europe, mais aujourd'hui, c'est les pays du Sud ont une vraie revanche. Aujourd'hui, vous savez que dans notre fonds, Europe, il y a plus de 10 à 15 de Grèce. Le premier pays dans notre fonds Europe, c'est l'Italie,
qui marche très bien. On a beaucoup aussi l'Espagne. Vous avez vu, il y a les PMI espagnols qui sont sortis ce matin, qui sont encore ressortis très au-dessus des attentes. Et à la limite, aussi, on a beaucoup renforcé les pays nordiques. J'ai laissé la parole après à Victor et à Paul qui étaient il y a 10 jours à Carnegie, au séminaire Carnegie pendant 4 jours à Stockholm. Il faut se rappeler que la Suède, c'était les premiers à baisser les taux. La Riksbank a déjà baissé les taux dès le mois d'avril. Donc normalement, ça devrait redonner du bon momentum positif à ces valeurs. Et donc je laisse un peu, si vous voulez, Victor et Paul faire un peu un feedback de ce que vous avez entendu, écouter en Suède. Bien sûr. Alors pour rebondir sur la Suède, effectivement, on l'a constaté, c'est un pays qui affiche un beau momentum depuis ce début d'année, en partie tiré par, comme l'a mentionné Louis, les 2 baisses de taux de la Riksbank en mai et en août. Donc c'est vrai qu'on a vu une belle dynamique sur les valeurs qu'on appelle de croissance, à l'instar de noms comme MIPS, Bayer Ref ou Green Landscaping Group, qui ont bénéficié d'un beau momentum boursier depuis le début de l'année, mais également aussi d'une dynamique boursière, enfin d'une dynamique opérationnelle très solide. On était avec Victor sur place début septembre et le discours est assez, optimiste dans l'ensemble. On sent que sur plusieurs secteurs, la dynamique vraiment se réveille. On a une accélération chez de nombreux acteurs et on a des signes également de reprise d'inflexion sur des secteurs qui étaient en berne en 2023, comme l'immobilier et la construction. Donc on est assez optimiste sur cette zone qui a montré une belle dynamique. Alors après, il y a une question aussi sur les pays hors France. Rebond de l'Europe. Hugo, tu peux peut-être dire un mot sur la conférence dans laquelle tu étais en Allemagne la semaine dernière? Bien sûr, avec plaisir. Alors oui, la semaine dernière, j'étais à Munich pour une conférence alors qui allait vraiment de la micro-cap à la large-cap en Allemagne. C'est vrai que en Allemagne, il faut quand même faire attention aux secteurs sur lesquels on est exposé parce que j'ai vraiment ressenti un fort pessimisme, en tout cas des membres de direction de ces grands groupes. Particulièrement, bon, vous le savez déjà tous dans l'automobile. On a vu tous les warnings des grands constructeurs automobiles, de plusieurs équipementiers. La situation n'est pas prête de s'améliorer et je pense d'ailleurs au vu des discours des dirigeants, que c'est même pas forcément conjoncturel, mais beaucoup structurel. Donc là, il y a un vrai risque là-dessus. Concernant l'industrie également, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de rebond en V. Ça, c'est très important à noter. Ce sera une reprise progressive des commandes parce qu'on a quand même un modèle allemand qui est vraiment basé sur l'industrie, notamment de la demande chinoise, entre autres, hein, mais qui ne va pas connaître un rebond spectaculaire. Donc, en fait, il faut faire très attention au prochain trimestre à venir parce que d'autant plus que ça va beaucoup être les effets de base qui vont peut-être recréer un petit peu de croissance, mais pas vraiment la demande sous-jacente. Donc, sur un pays comme l'Allemagne, je dirais qu'il faut mieux continuer de s'exposer aux winners, en fait. Il faut rester sur le momentum des valeurs qui vont bien que l'on a en portefeuille. Je pense notamment à des sociétés comme Civi, comme Voslo, en tout cas qui m'ont encore fait très bonne impression. Mais voilà, il ne faut pas chercher à tout prix le rebond des sociétés industrielles ou automobiles pour l'instant et au contraire être plutôt prudent. Alors, si je continue sur les questions avant de rentrer plus dans le stock picking. Donc on a parlé du pays du Nord, des flux sortants. Donc c'est vrai qu'avant d'entrer dans les valeurs, vous aurez compris que dans les fonds, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on est toujours un peu, comme dit Hugo, prudent sur l'Allemagne. On s'est pas mal renforcé sur les valeurs suédoises suite à la visite de Victor et Paul. On a une thématique qui est assez chère pour nous, c'est aussi également l'immobilier, hein, avec des valeurs comme Shurgard, Argan. On est en train de refaire tout un travail de fond pour voir aussi quelles sont les autres valeurs immobilières, parce que clairement, la stabilisation de la baisse des taux est là. On a vu même le gouvernement Barnier en train de faire des choses pour l'immobilier avec le prolongement éventuel du PTZ. On a une valeur que vous savez qu'on aime beaucoup, c'est Maison France Confort, donc le nouveau nom Exaum, qui depuis cet été ont les prises de commandes qui sont reparties. Donc voilà, on a pas mal de signaux qui sont assez positifs, qui sont en train de revenir, ce qui nous donne pas mal de confiance sur pas mal de valeurs small cap françaises.
voilà, comme vous savez, c'est pas non plus que la France. L'Italie, ça se passe très bien. La Grèce aussi a fait quasiment 3% de croissance de PIB. Il y a une de valeurs qu'on aime beaucoup, dont on parle très souvent, c'est Cricri Milk, hein, qui a encore sorti des très très bons chiffres. Ils ont même fait un profit upgrading. Ils sont en train de se lancer aux États-Unis. Ils ont encore 4-5 ans de croissance de BPA de chiffres assurés. Donc voilà, c'est beaucoup de petites histoires que l'on aime beaucoup, des valeurs très décorrélées, une bonne analyse de risque entre les différents pays, ce qui arrive à faire qu'on arrive à faire cette récurrence de performance qui nous est chère chez Gay-Lussac. Alors, est-ce que sur les valeurs, sur Esker, après je prends la question sur Esker et puis après je laisse l'équipe parler sur Beneteau, Fontaine, Pajot, Trigano. Voilà, donc Esker, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était une des seules valeurs très forte croissance quasiment, qui était encore bien classée dans dans nos filtres low vol, low beta, momentum. C'est vrai que depuis longtemps, on pensait que voilà, il y a eu une inflexion du discours du management il y a quelques mois en disant qu'ils étaient prêts éventuellement à à écouter le marché et c'est ce qui s'est passé avec une offre, de la part de Bridgestone à 262 € de mémoire. Le titre est monté un peu plus haut. On a rencontré à Lyon, le président qui lui, je vous rappelle, a que 10 du capital, donc on n'est pas à l'abri d'une autre offre, hein. Si une autre offre arrivait, il n'a pas le choix, il serait obligé, de le regarder. Donc c'est pour ça que le titre a plutôt bien réagi au-dessus, sachant que, le président lui-même va remettre 60 de son capital, dans le nouveau véhicule, c'est qu'il y croit. Donc voilà, donc nous plutôt on a une position, d'attente, chez Gay-Lussac et on garde clairement nos titres Esker au chaud pour le moment. Tu veux prendre Arthur ou l'autre? Je vois qu'on a une question, comme vous dites, Louis, sur la consommation discrétionnaire. Vous citez notamment Beneteau, Trigano, Fontaine Pajot et Desjoyaux. Oui, bah, c'est un secteur qu'on connaît bien et qu'on monitor. Pour certains acteurs comme Beneteau et Trigano, il y a des problèmes de surstock, notamment sur le sell-out, avec Trigano qui a encore à peu près un mois de surstock en concession, Beneteau qui peine aussi sur ce point de vue-là. Donc demain, moi, je me rends à un salon nautique justement pour faire le point avec tous les acteurs du secteur, dont Fontaine, Beneteau, Katana. Bah, si je devais répondre à votre question sur le titre un peu préféré actuellement, ce serait peut-être Fontaine qui se distingue, notamment parce qu'elle a une visibilité un peu plus longue, pour une valo encore assez décotée et un positionnement un peu plus premium. Donc sur toutes ces valeurs, c'est des valeurs qui sont pour certaines à la peine, mais on monitore bien nos points d'entrée, voire nos renforcements sur celles-ci. Peut-être Desjoyaux, Thibaut, si tu veux compléter. Ouais, mais c'est simplement Desjoyaux, l'histoire est un peu différente. Vous savez, depuis 2 ans, enfin, depuis le post-Covid, on va dire, on a cet effet de piscine bashing qui vient pénaliser un petit peu la consommation de piscine et en plus le mauvais temps qui nous aide pas parce que c'est un métier qui reste très saisonnier. Donc ça, le contexte, on va dire en termes de momentum, c'est vraiment pas génial et bon, vous avez vu le temps qu'il a fait cet été, c'est pas forcément meilleur. Maintenant, faut pas oublier un peu le cœur de l'histoire, sur Desjoyaux, qui reste une société familiale très bien gérée avec un outil industriel, à la pointe de la technologie et des investissements qui sont encore importants, financés par le bilan qui est très solvable. Donc nous, on n'a pas vraiment de sujet sur l'histoire à moyen terme au niveau de Piscine des Joyaux. C'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait un petit peu une accélération sur la politique marketing parce que l'outil de production a beau être très bon, il faut que la demande en face, elle suive. Mais c'est vrai qu'à court terme, le momentum n'est pas forcément propice. C'est une société qui forcément chez nous, elle a un peu dégringolé aussi dans les classements parce que la performance boursière a suivi un petit peu les résultats et une communication financière un peu hétérogène, on va dire. Mais sinon, on reste sur l'histoire à moyen terme, on reste très confiant dans l'histoire d'une société familiale qui est très très bien gérée et qui coche beaucoup de nos cases. Alors, une question sur Robertet et Thermador. Je vais commencer par Thermador et Paul, tu pourras parler de Robertet, tu as fait une visite de site. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même en fait, si je commence par Thermador, pardon, c'est que voilà, Thermador, c'est vraiment une valeur, qu'on affectionne beaucoup, chez Gay-Lussac Gestion et qui est un peu en ligne avec, le cycle un peu de la construction et un peu post-Covid dont on nous a parlé tout à l'heure. C'est que Thermador post-Covid a enregistré des croissances organiques entre 8 et 10 ce qui est normalement ce qui était pas soutenable. Donc évidemment, on a vu
que depuis le début de l'année, la société, après beaucoup d'hausses de volume et de prix, maintenant c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc là, sur le deuxième semestre, on va voir une moindre décroissance organique du titre, ce qui venait corriger les excès du Covid. Et maintenant, la question, c'est pour 2025, 26, etc. Parce que je vous rappelle qu'eux ont un objectif toujours de tous les 10 ans de doubler de chiffre d'affaires tous les 10 ans. Donc, c'est-à-dire faire une croissance à peu près de 7% par an en moyenne entre de l'organique et du publié. Donc voilà, clairement, on a refait le point récemment avec le patron, Monsieur Robin. Et clairement, lui nous disait qu'il fallait remettre une croissance plutôt à 2-3% de croissance organique, qui est beaucoup plus classique. Et c'est un peu en ligne avec ce que nous disait Hugo, c'est qu'il ne faut pas s'attendre, contrairement à 2008, où tout avait chuté et c'était reparti très fort en V. Voilà, on a vu aussi une société qu'on aime beaucoup, vous savez, qui est Samsey, hein, qui est plutôt, lui, très late cyclical. C'est une fois que les mises en chantier repartent, à ce moment-là seulement, ces carnets de commandes repartent. Donc c'est vrai que Samsey également a fait un premier semestre quasiment le plus mauvais de son histoire, mais devrait repartir doucement. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de ces valeurs où maintenant tout a été reseté. En revanche, il ne faut surtout pas croire que ça va repartir comme en 40. Et c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, ça va rester des très belles valeurs, fonds de portefeuille que l'on apprécie beaucoup chez Gay-Lussac Gestion, hein, souvent des sociétés familiales, voilà, qui ont une très forte récurrence de performance. Donc on apprécie beaucoup. Et je pense que l'exemple le plus classique, c'est Robertet. Et là, j'ai laissé la parole à Paul. Bien sûr, oui. Bah, comme l'a dit Louis, effectivement, Robertet, c'est une de nos valeurs phares qu'on accompagne aujourd'hui depuis plusieurs années. Je crois que nous sommes rentrés au capital autour des 2014-2015. Et voilà, c'est une société qui coche effectivement l'ensemble des cases que nous recherchons au sein de Gay-Lussac Gestion. Alors, on apprécie toujours la société. C'est vrai que 2022-2023 ont été des années un peu compliquées pour le groupe, qui a quand même été marqué par une croissance un petit peu plus molle dans ce contexte de ralentissement économique, mais surtout de pression sur les marges. Il faut se rappeler voilà, qu'on a eu une forte inflation sur l'énergie, sur les matières premières, ce qui a un petit peu pesé sur la dynamique opérationnelle du groupe. Ce qu'on constate depuis le début de l'année, c'est quand même une inflexion sur ces deux critères. On a constaté un très bon premier semestre. Le groupe avait effectivement délivré significativement sur sa croissance organique et a déjà marqué une bonne reprise de sa marge EBITDA. Nous étions à une visite de site en juin dernier et c'est vrai que le message est encore un petit peu prudent. On trouvait un peu trop prudent du management juste avant la publication, mais force est de constater que sur l'aspect opérationnel, le groupe délivre et on est vraiment confiant sur le long terme. Plus de cela, des optionnalités sont assez intéressantes, que ce soit sur l'expansion du groupe en Chine, qui fait vraiment état d'une très forte dynamique sur la partie parfumerie et un besoin de produits naturels. Et deuxièmement, il y a toujours cette ambition aussi d'expansion externe. Il faut savoir que Jérôme Brugha a certaines ambitions de croissance externe, que ce soit sur l'Asie ou la partie Asie du Sud-Est, et on pense qu'effectivement, ces marchés sur lesquels le groupe est encore un petit peu en retard vont amener un moteur de croissance supplémentaire pour les prochaines années. Pour ce qui est de la valorisation, c'est vrai que sur un aspect DCF, on peut estimer que la valorisation est déjà généreuse, maintenant qu'on est revenu sur des niveaux de prix bien au-dessus des 900 €. Après, il ne faut pas oublier que c'est un groupe qui reste encore très décoté au regard d'autres acteurs comme Givaudan, qui va afficher une décote par rapport à Givaudan autour des 30-35% sur une base de PE, mais également une décote assez significative par rapport à d'autres acteurs comme Symrise. Donc sur cet aspect-là, on reste vraiment encore très confiant sur le groupe qui va continuer de délivrer sur le long terme et qui a changé un peu de dynamique aussi dans sa communication à l'égard des investisseurs. On a constaté de nombreuses initiations ces derniers mois, que ce soit chez Marex, chez Stifel. On a vu aussi beaucoup de roadshows du groupe chez JP Morgan, Jefferies, TPI Cap, alors qu'habituellement le groupe avait plutôt tendance à se concentrer uniquement sur des SFAF pour rencontrer les actionnaires. Donc on sent effectivement plusieurs inflexions qui devraient amener sur le long terme une meilleure dynamique, on l'espère. Donc on va rester actionnaire très certainement tant que les fondamentaux restent inchangés sur Robertet. Ok, merci Paul. Thibaut, peut-être pour toi, il y a des questions sur Mouri et évidemment les ESN à qui on va noter peut-être, et j'ai essayé Thibaut en parler, c'est qu'on a peut-être vu une petite inflexion positive sur les ESN cet été,
Mais je laisse notre ami Thibaut vous raconter tout ça. Ouais, exactement. Alors peut-être pour répondre d'abord à la question, non, on ne choisit pas les ESN par rapport au possible mouvement sur capital. C'est pas la raison principale de nos choix. Ce qu'on va chercher dans les ESN de manière fondamentale, c'est des activités qui sont plutôt résilientes, typiquement infrastructure réseau. C'est pour ça que vous avez mentionné Neuron, des mix clients qui sont plutôt diversifiés et surtout une agilité dans la flotte de talents. Donc ça, c'est intangible, hein, c'est difficilement quantifiable, mais c'est en relatif de l'histoire qu'on voit avec le management de la stabilité et aussi d'avoir beaucoup de cash au bilan. C'est des business qui sont à BFR négatif, donc si vous avez, enfin, et qui sont structurellement en croissance, donc si vous n'avez pas de cash au bilan, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai que Neuron, c'est celle qui coche le plus de cases. C'est pour ça que c'est celle qui est la plus pondérée chez nous. Mais des sociétés comme OB ou Infotel cochent également beaucoup de cases. Peut-être un tout petit peu moins que Neuron, c'est pour ça qu'elles sont légèrement moins pondérées. Et à la dérivée seconde, il y a une question que j'ai vue sur Wavestone aussi, si on investit dans nos fonds en Wavestone, mais une société comme Alten, c'est également le cas. C'est des business qui sont légèrement plus cycliques, donc encore moins pondérés. C'est pas des décisions qui sont subjectives que nous on prend par rapport à notre vision d'un business, hein. C'est vraiment notre process de gestion, nos classements en interne qu'il faut que Neuron est la société la mieux classée, OB Infotel suivent, et après vous avez les sociétés un peu plus cycliques comme Wavestone ou Alten. Donc non, on choisit pas par rapport aux OPA, c'est plus une conséquence ça. Alors elle est la bienvenue quand elle est à un bon prix, hein. Forcément, il y a eu des mouvements dans le secteur, mais ça reste une conséquence. Et pour rebondir par rapport à ce que disait Louis, c'est vrai que ça fait, allez 1 an et demi, 2 ans que les ESN sont un peu plus dans une période un peu plus compliquée, notamment avec les arrêts des investissements, en particulier sur le secteur bancaire. C'est là où c'est intéressant d'avoir les sociétés qui cochent le plus de cases comme Neuron, parce que vous avez vu la mini crise sur les ESN, ils l'ont pas senti. Des sociétés comme OB ou Infotel ont été un peu plus dans le dur. OB pour des problématiques aussi un peu idiosyncratiques en Italie, mais de manière générale, là, le message qui ressort des publications, enfin des SFAF du S1, c'est qu'on est peut-être à un point d'inflexion avec une reprise, comme l'a dit Louis, un peu comme dans la construction ou dans l'immobilier, c'est graduel. Il n'y a pas de rebond brutal, mais une reprise graduelle, potentiellement de la croissance. Donc ici, ça va être intéressant de voir les sociétés qui gèrent très bien leur flotte de talents, celles qui n'ont pas forcément coupé brutement les recrutements, ils vont pouvoir saisir, capter cette croissance le plus rapidement possible. Et c'est là qu'on va voir les surperformeurs du marché qu'on espère, enfin nous on est confiants qu'on les a actuellement en portefeuille. Ça c'est pour les ESN et j'ai vu qu'il y avait une question sur Mori Construct. Alors effectivement, Mori Construct, c'est une société qui coche nos cases, low vol, low beta, momentum, et c'est une société qui coche aussi nos cases fondamentales, actionnariat familial, bourré de cash, une activité, un peu une anomalie de marché, on va dire, dans un secteur de l'immobilier construction qui est un peu dans le dur. Vous avez une société qui continue de délivrer croissance année après année et un levier opérationnel important. C'est une société qui est très, très bien gérée par la famille Moury. C'est la 4e génération. C'est une très belle histoire de famille qui a un positionnement vraiment de baron local, en fait, dans la région de Liège-Charleroi en Belgique et qui arrive à capter, en fait, tous les financements publics pour les constructions d'écoles, universités, bâtiments publics, en fait, qui sont encore sous les plans de financement Covid, qui font qu'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout vu passer la crise. Donc c'est une société qu'on apprécie effectivement et qui est dans notre fonds Microcap Monde aujourd'hui. Ok, merci Thibaut. Il y avait aussi suite des questions sur Wavestone, donc on aime beaucoup, et si Wavestone fait partie également de nos fonds. C'est vraiment une valeur qu'on apprécie beaucoup. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Wavestone a un peu confirmé le message d'Obey en disant que c'était très très difficile en ce moment dans l'automobile et dans le luxe où il y avait beaucoup de budgets qui étaient en train d'être coupés, alors que pour la première fois, comme disait Thibaut, depuis 1 an et demi, 2 ans, les banques se remettent à investir. C'est vrai qu'on avait vu le patron d'Obey, il avait clairement dit que les banques, elles étaient vraiment sur le frein à main, elles étaient en sous-investissement et c'est en train de repartir. C'est ce qui va faire, ce qui va être positif. C'est pour ça que Obey et Infotel ont fortement remonté. Alors, après, il y a la question classique, c'est pourquoi acheter des small caps plutôt ou un ETF S&P, tout simplement. Bon, nous, comme beaucoup de nos copains, on s'est un peu trompé en disant que les small caps allaient rebondir et il y a eu beaucoup de faux départs. Donc maintenant, on arrête de le dire quand est-ce que ça va repartir. Néanmoins, on est assez convaincu, comme on l'a mis dans la vidéo tout à l'heure, que les 3 baisses de taux, quoi, les 2 baisses de taux plus la 3e qui va arriver ce mois-ci,
va faire énormément de bien à l'économie locale. Parce qu'il faut savoir que même si on n'était pas en récession depuis 2 ans en zone euro, on l'était vraiment au niveau des bénéfices par action. Parce qu'en gros, les PIB, il est tenu par des méga tendances comme le luxe, l'intelligence artificielle, l'obésité et aussi les chèques d'État. Vous savez, les chèques essence, chèques électricité, etc., qui ont fait qu'on n'était pas en récession. Mais quand vous allez interroger toutes les petites sociétés locales, elles, ça fait 2 ans qu'elles souffrent beaucoup. Il y a eu énormément de warnings dès l'été l'année dernière. Et je pense que ces baisses de taux vont faire beaucoup de bien. Donc, qui dit beaucoup de bien, on peut vraiment espérer, et on vous a parlé de beaucoup de valeurs, on pense sincèrement que le point bas des bénéfices par action de la plupart de ces valeurs sont là. Je pense que Thermador, des SAMC, tout ça, c'est le point bas, c'était le S1. On parle de les ESN, pareil, clairement, Infotel, Obel, le point bas, c'était également le S1. Vous prenez, pareil, Hugo vous a parlé tout à l'heure des sociétés dans la logistique. Rappelez-vous, ID Logistique, c'est 4 trimestres de décroissance organique en France l'année dernière, ce qui n'était jamais vu depuis l'introduction en bourse en 2012. Donc voilà, les small caps vont resurperformer quand les bénéfices par action vont repartir. Et normalement, c'est le cas. Donc ça va, voilà, c'est pas encore vu. Le T3, je pense que ça sera pas encore l'inflexion qu'on attend, mais néanmoins, je pense que le 4e trimestre et 2025, les small caps devraient repartir. La question, c'est quid des bénéfices par action maintenant du S&P 500. Nous qui, si on pense qu'on arrive un peu en ralentissement de fin de cycle aux États-Unis, le marché attend encore entre 10 et 15% de croissance des bénéfices par action pour 2025 aux US. On pense que c'est beaucoup trop haut. Donc voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'était sur le graphique que vous avez vu de Kepler qui vous montrait, si vous regardez, ça fait déjà 4-5 mois que les small caps ont arrêté de sous-performer. Large cap, voilà. Avant, il faut passer par cette période de stabilité avant de repartir en surperformance. C'est exactement ce qui s'était passé entre 2000 et 2003. Il y a un moment, il y avait un arrêt de la sous-performance et après il y a eu un net rebond entre 2003 jusque fin 2007, que vous connaissez. Donc voilà, là ça fait 6-9 mois qu'il y a une stabilité. On espère vraiment que si les flux repartent, cette surperformance revienne. La question est de savoir quand, on l'espère le plus vite possible, mais on arrête de le dire. Donc voilà, évidemment, avoir du S&P en portefeuille, c'est bien, et des small caps, j'ai pas encore envie de dire c'est mieux, mais en tout cas, très bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les ESN, on en a parlé. L'innovation technologique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est très ça qui est une question qu'on nous pose très souvent, c'est comment vous jouez l'intelligence artificielle dans vos fonds. Vous savez que nous, en étant low vol, low beta, momentum, tout ce qui est très à la mode, on n'en a pas. Voilà, de temps en temps, ça va être de la dérivée seconde. Voilà, Weston fait un petit peu d'intelligence artificielle, mais ça reste tout petit. Il y a quelques valeurs qui l'utilisent. Mais nous, on n'aura pas d'acteur pur intelligence artificielle. C'est comme quand il y avait eu les imprimantes 3D, on n'avait pas d'imprimante 3D. C'est comme quand il y a eu un boom sur l'hydrogène, on n'a jamais eu de McFinergy. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des valeurs qui ne rentrent pas du tout dans notre process de gestion, qui est de donner cette récurrence de performance. Donc voilà, nous on préfère, voilà, et on nous pose la question sur Guilin, voilà, Guilin aussi, c'est comme les neurones, c'est des sociétés familiales qui ont beaucoup de cash, qui offrent une régularité de croissance organique. Et le trait commun de toutes ces valeurs, c'est la génération de cash. Nous, toutes nos sociétés en portefeuille génèrent beaucoup de cash. Et quand c'est pas le cas, on les sort, ça peut arriver de se tromper. Mais voilà, la particularité commune, c'est familial, net cash au bilan et forte génération de cash. Voilà, je ne sais pas si dans le reste de l'équipe, il y a d'autres questions dans lesquelles on n'a pas répondu. N'hésitez pas à prendre la parole. On a une petite complément de question sur Fountaine Pajot, sur les acomptes dans le cash. Alors de mémoire, il y avait un peu plus de 100 millions d'acomptes dans les 130 et quelques de cash net à mi-saison. Vous avez raison, ce montant d'acompte est amené à se réduire un petit peu avec le ralentissement des prises de commandes. Mais même quand on retraite de ça, la valorisation est très peu exigeante sur la valeur. Et pour un carnet, comme on l'a dit, qui est encore relativement long versus le reste du secteur discrétionnaire. Nous, ce qu'on aime aussi sur Fountaine, c'est une stratégie intelligente avec de la sous-traitance, notamment chez le partenaire Quash, qui libère de la place sur les lignes non motor yacht, qui vous évitera de détruire le rocher si la top line venait à ralentir dans les années à venir. C'est aussi la montée en gamme.
avec l'annonce d'un 80 pieds très premium et une avance relativement notable sur tout ce qui est des sujets de propulsion électrique. Fountaine développe en propre une motorisation électrique quand des acteurs beaucoup plus gros comme Beneteau font appel à des tiers. Donc c'est un acteur qui a une communication discrète mais qui est assez agile, a une valorisation très peu exigeante. Donc on aime beaucoup la valeur. Peut-être un complément de réponse aussi de mon côté, je vois sur la partie nordique. Est-ce qu'on pourrait voir des flux sortants sur les pays du Nord à cause des valos élevés pour revenir sur des pays avec des small caps peu chers? Alors, la question fait sens. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que lorsque nous étions à Stockholm avec Victor et qu'on a discuté avec quelques brokers locaux, ceux-ci voyaient plutôt un retour des flux, notamment de flux américains, d'investisseurs US, sur la partie Suède depuis quelques mois. Et quand on discute avec le management des sociétés, plusieurs nous indiquaient quand même que l'année 2024 était une année vraiment de transition et que 2025 serait vraiment une année de meilleure performance. Donc on peut espérer que le momentum reste positif sur la partie nordique. Mais je suis d'accord avec vous, effectivement, les pays comme la France ou l'Italie affichent des valorisations quand même nettement plus attractives que ce secteur. Voilà. Il y a une autre question sur la Chine. C'est assez intéressant ce qui s'est passé sur la Chine. Il y a un peu deux écoles. Ceux qui pensent que ça va être vraiment un rebond très très fort. On l'a vu sur les valeurs du luxe la semaine dernière. Et d'autres qui pensent que c'est pas encore assez fort et qu'ils ont des problématiques plus structurelles. C'est intéressant. Hier, on écoutait une conférence macroéconomique d'un de nos confrères et qui disait ce qui se passe vraiment en Chine, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pour segmenter l'économie locale, la demande locale et plus tous les exportations. Voilà, donc ça, c'est pas forcément très bon pour l'Allemagne, mais pour restimuler la demande locale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le luxe a fortement remonté, mais eux vont vraiment surtout, nous je pense que c'est plus tout ce qui est les valeurs, plutôt les valeurs de soins locales. Donc c'est vrai qu'on a des petites valeurs comme Intercos qu'on aime bien, des valeurs aussi, on a d'autres valeurs. Bah, il y a L'Oréal qui est très connu évidemment, qui vont en bénéficier. Dans notre fonds microcap, on a du Culti Milano aussi, qui a une grande exposition sur la Chine. Donc je pense qu'en effet, tout ça, c'est des valeurs qui devraient quand même bien en bénéficier. Alors, peut-être après, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de questions, peut-être aussi, sauf s'il y a des questions un peu plus en détail, c'est vrai qu'Equasens, c'est une valeur, c'est l'ancien Pharmagest que l'on aime beaucoup. Pharmagest, vous savez, c'est le leader français et bientôt européen des logiciels pour les pharmaciens. Et il faut savoir que les pharmaciens, ce que je disais tout à l'heure, depuis la forte remontée depuis 2 ans, les pharmaciens ont énormément souffert de la baisse de la consommation. Il y a beaucoup de pharmaciens qui ont même perdu de l'argent pour la première fois depuis des dizaines d'années, qui ont perdu de l'argent en 2023. Donc forcément, ce n'était pas un environnement propice pour investir. Là, clairement, le point bas était là. La société est très confiante. Ils ont énormément innové. Ils ont plein de nouveaux logiciels dans le pipe ou des nouveaux add-ons. Et donc, de nouveau, la société attend un rebond fort de la croissance pour 2025 et 2026, à savoir à 2 chiffres, donc 2 chiffres de croissance organique. Et 2026, ça sera notamment porté par les relais de croissance géographique, à savoir l'Italie dès 2025 qui continue et l'Allemagne en 2026. Il faut savoir qu'en Allemagne, chaque panier moyen est quasiment 2 fois supérieur à la France, qui sera très contributeur à la marge. Donc clairement, aujourd'hui, le momentum négatif est derrière nous. Tout à l'heure, on parlait pas mal de sociétés, voilà, où on pensait que le point bas des bénéfices par action était là. Equasens, c'est clairement le cas. Les points bas des bénéfices par action sont là, étaient là, et là maintenant, on peut s'attendre à un fort rebond des bénéfices par action pour 2025 et 2026. Donc nous sommes à l'achat fort sur cette valeur. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il y a pas mal aussi d'autres questions. C'est peut-être un peu trop technique sur des valeurs qu'on n'a pas forcément en portefeuille. Le plus important, voilà, ce qu'on voulait dire dans cette conférence, c'est que vous avez compris qu'il y a la macroéconomie qui va ralentir aux États-Unis. Hein, c'est un peu cette fin de cycle. En Europe, bah, de toute façon, on est la tête dans le trou déjà depuis 2 ans. Il y aura beaucoup de défis à relever, comme l'a dit Hugo pendant la conférence. Néanmoins, on continue de penser que la baisse de l'inflation va redonner du pouvoir d'achat réel aux ménages. C'est déjà le cas depuis 6 mois. Hein. Ça fait depuis 6 mois que les salaires sont plus importants que l'inflation. Mais pour le moment, que fait l'Européen? Il épargne.
Donc, contrairement aux États-Unis, le taux d'épargne en Europe est venu quasiment au plus haut et positif. Donc, il y a des défis. Les banquiers sont là. Ils ont baissé les 3 fois les taux et je pense que ça va faire beaucoup du bien à cette économie locale qui souffre depuis 2 ans. Donc voilà, donc nous, on est relativement confiants, comme vous l'avez compris, et surtout, on pense que dans ce scénario, voilà, un peu plus de ralentissement un peu économique, de toute façon, on ne peut pas aller beaucoup plus bas, et surtout un scénario de baisse de taux, notre style de gestion low vol, low beta momentum devrait très très bien s'en sortir. Donc voilà, donc je tenais à tous et à toutes vous remercier. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Donc si c'est bien, n'hésitez pas à nous le dire, on restera sur ce format, je trouve que c'est pas mal. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer par mail s'il y a d'autres questions. Voilà, je vois qu'il y a encore une question sur Pluxee, non, c'est pas du tout la valeur. C'est pas du tout notre style, low vol, low beta, momentum, donc on ne connaît pas les valeurs. Voilà, merci beaucoup et à très vite.